Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ciel de l'Europe a été transformé en champ de bataille. Ici, certains des combats aériens les plus meurtriers de l'histoire ont eu lieu. Parfois, l'air pulsait au rugissement de centaines de machines à la fois. Les noms des machines volantes les plus redoutées restent emblématiques même aujourd'hui. Les Spitfire britanniques, les Mustangs américains, les Héros japonais, toutes ces machines infâmes ont gagné leur réputation en tant que machines de guerre redoutablement efficaces. Et quelle réputation c'était! Les pilotes d'avions de combat modernes sont justement vénérés. Nous les admirons pour leurs conditions physiques impeccables, leurs réflexes affûtés et leur bravoure discrète. Mais à cette époque, les pilotes avaient assez besoin de tout cela et plus. Comme nous le verrons bientôt, les pilotes qui montaient dans le cockpit d'un avion de la Seconde Guerre mondiale étaient plus que simplement courageux. Pilotant souvent des avions qui utilisaient une technologie primitive ou dépassée, ces aviateurs exposaient leur corps à des forces incroyables et risquaient de leur vie dans des circonstances impossibles. Parmi tous ces avions, c'est peut-être le Junkers Ju-87 qui mérite la réputation d'être le plus terrifiant à piloter. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Guerre du Monde, nous allons nous plonger profondément dans l'un des avions les plus célèbres et redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Le Junkers Ju-87. Simultanément, comme certains oiseaux de proie, ils tombent sur leurs victimes et lâchent leur chargement de bombes sur la cible. Tout se mélange avec les sirènes hurlantes des Stuka dans leur plongée. Les bombes sifflent, craquent et éclatent. C'est une citation du sergent Prumas, un soldat de la première division blindée allemande, écrite en mai 1940. Au moment où il a inscrit cela dans son journal, il était stationné avec les forces allemandes combattant pendant la bataille de France, attendant de frapper vers l'ouest à travers la Meuse et au cœur de la France elle-même. L'attaque aérienne allemande s'est parfaitement déroulée. L'historien de la Luftwaffe, William St. Murray, décrivant l'événement qui s'est déroulé ce jour-là, a écrit, je cite, « Les attaques continues des Stuka sur les réservistes français tenant la ligne ont eu un effet dévastateur. » Les fantassins français, selon un général français qui a assisté à la scène, je cite, « se sont terrés dans leurs tranchées, étourdis par le bruit des bombes et le cri des bombardiers en piqué. » Le bombardier en piqué en question, eh bien, c'était le Ju également connu sous le nom de Stuka. La tête de pont au-delà de la Meuse était sécurisée au crépuscule. Les chars allemands ont traversé le lendemain. Le Blitzkrieg en France était en cours. Paris tomberait dans un mois. Ce n'était pas la première opération réussie du Ju-87 pendant la Seconde Guerre mondiale et ce ne serait pas la dernière. Vous connaissez sûrement déjà le Ju-87. Ce bombardier en piqué, avec sa réputation plus grande que nature, est devenu tristement célèbre pour sa sirène terrifiante. Inspirant la peur dans le cœur de ceux qui ont eu le malheur de l'entendre hurler vers eux, nous avons inclus ce cri déchirant l'air dans notre liste des sons les plus terrifiants de la Seconde Guerre mondiale. La vidéo est disponible sur la chaîne pour les intéressés. Mais il y avait plus d'exceptionnel au Ju-87 que sa sirène. Un bombardier en piqué redoutable, à courte portée, le Ju-87 était fondamental pour la guerre éclair nazie. Il a été utilisé avec un effet surprenant de 1939 à 1941 et a une histoire opérationnelle extensive. Il a mené d'innombrables batailles sur terre et en mer à travers l'Europe pendant la guerre, terrorisant les individus de l'Union des républiques socialistes soviétiques à l'est, de l'Espagne à l'ouest et de la Norvège au nord. De loin, l'avion d'attaque au sol allemand, le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale, le Ju-87 était bien plus qu'un simple véhicule de combat efficace. C'était l'icône de la Luftwaffe. Avec ses sirènes hurlantes et ses bombes sifflantes, il est devenu le symbole de la guerre éclair. Les plongées défiant la gravité qu'il pouvait réaliser étaient redoutées par ses propres pilotes qui perdaient régulièrement la vue et tombaient inconscients en vol. Dépassé même avant le début de la guerre, cet avion était une bête à piloter, presque aussi redouté par ses propres hommes qu'il était terrifiant pour ceux qui l'attaquent. Tout d'abord, nous devons prendre en compte la réputation même de cet avion, car elle ne peut vraiment pas être surestimée. Le Junkers Ju-87 n'était pas un bombardier en piqué allemand, c'était le bombardier en piqué allemand.
Partout, les gens appelaient sur l'avion le Stuka, une abréviation de Sturzkampfflugzeug, le mot allemand signifiant « avion de bombardement en piqué ». Je pense que maintenant serait un bon moment pour m'excuser de mon massacre de la belle langue allemande. Je continuerai à appeler l'avion le Stuka ou le Ju-87S à l'avenir. Cependant, appeler le Ju-87 un Stuka est vraiment comme appeler le P-51 le chasseur ou le B-17 le bombardier. Néanmoins, telle est la notoriété du Ju que tous ceux qui entendent le mot Stuka savent qu'il s'agit du Ju-87 qui est mentionné. Avec environ 6000 construits au cours de la guerre, pas loin d'1 sur 10 de tous les avions de combat construits par l'Allemagne nazie, le Ju-87 avait certainement les chiffres pour justifier la monopolisation du titre de Stuka. Mais c'était plus que de simples chiffres qui ont gravé le Ju-87 dans l'esprit du public allemand et des forces militaires à travers l'Europe. Même pour un passionné d'avion comme moi, l'apparence du Ju-87 est indéniablement laide. Avec ses lignes dures et ses composants saillants, le Stuka s'est gagné le surnom de Swastika Volante pour son angularité et son apparence quelque peu brutale. Une caractéristique notable du Ju-87 est sa forme unique d'aile de mouette inversée, le rendant facilement reconnaissable, même à distance. Il était adoré par les écoliers à travers l'Allemagne. L'apparence maladroite du Stuka présentait également des avantages pratiques. La simplicité du design facilitait la réparation et l'entretien. Les pièces angulaires de l'avion pouvaient être produites en masse dans des usines à travers l'Allemagne, le tout à un prix bas. Ce facteur explique en partie la longue durée de service de cet avion plutôt rudimentaire, un point significatif auquel nous reviendrons plus tard. Considérons maintenant la niche tactique du bombardier en piqué, la seule chose qui le distingue des autres avions. Les bombardiers traditionnels maintiennent une haute altitude, pratiquant le bombardement horizontal avec l'aide de sites de bombes. Ces derniers calculent la trajectoire de chute des bombes et doivent prendre en compte une variété de facteurs tels que l'altitude, la taille de la bombe, la vitesse du vent et la vitesse de vol. En conséquence, ils ont tendance à être quelque peu imprécis. Les bombardiers réguliers sont excellents pour les grandes cibles immobiles comme les villes, où ils peuvent rester dans la sécurité relative des trajectoires de vol en haute altitude, faisant pleuvoir la mort d'en haut. Cependant, ils sont moins bons pour les situations exigeant une précision extrême, comme une situation de combat en évolution entre deux forces opposées. C'est là qu'intervient le bombardier en piqué. Son but était d'effectuer des bombardements ciblés et précis, souvent dans des situations de combat, en larguant des bombes non pas selon une trajectoire horizontale, mais verticale. Les bombardiers en piqué sont plus précis dans le largage de leurs bombes. Ils ne comptaient pas sur les calculs avancés des sites de bombes, mais sur l'œil humain. Dirigez l'avion vers la cible, larguez la bombe et sortez. Simple et dévastateur. Le point clé de tout cela était cette verticalité. Si le pilote pouvait positionner l'avion juste au-dessus d'une cible, le ciblage devenait facile. La verticalité avait un autre avantage clé, la sécurité lors des bombardements. Elle permettait aux pilotes de passer d'une haute à une basse altitude dans le plus court laps de temps. Étant donné le nombre de canons anti-aériens, de chasseurs et d'autres capacités défensives souvent présentes sur le champ de bataille, tous étant les plus efficaces contre les cibles volant bas, ce facteur était vital. C'est là que le Ju-87 se démarque. C'est parce que le Stuka était le roi de la verticalité. Vous n'avez pas à me croire sur parole à ce sujet. Le célèbre pilote britannique Eric Brown, le pilote naval le plus décoré de l'histoire britannique, a piloté le bombardier en piqué Junkers Ju-87 lors de tests d'équipement ennemi. Au cours de la guerre, cet homme a piloté toutes les catégories d'avions de la Royal Navy et de la Royal Air Force, ainsi que la plupart des comparaisons construites et déployées par les autres combattants. Chasseurs, bombardiers lourds, avions de ligne, bateaux amphibies et planeurs, Eric les a tous pilotés. Lorsque les nouvelles avancées technologiques ont rendu possible les avions à réaction, c'est Eric qui a été appelé pour essayer de piloter ces machines expérimentales, souvent dangereuses. De toute évidence, si une personne était apte à juger la capacité d'un avion de combat, c'était Eric Brown. Il a dit ceci du Stuka. « J'ai piloté beaucoup de bombardiers en piqué et c'est le seul que vous pouvez vraiment plonger verticalement. Avec les bombardiers en piqué, la plongée maximale est généralement d'environ 60 degrés.
Lorsque vous pilotez le Stuka, comme tout est automatique, vous volez vraiment à la verticale. Le Stuka était dans une classe à part. Il n'avait pas tort. Lorsque les Allemands sont venus tester l'avion dans leurs installations à Dessau, ils ont été surpris par ce qu'ils ont trouvé. Ce n'étaient pas les limites du Ju-87 qu'il fallait trouver, mais les limites du corps humain. C'est parce que la verticalité de la plongée du Stuka était trop parfaite. La conception et l'ingénierie de l'avion étaient adaptées pour résister aux forces du bombardement en piqué. Le corps humain était moins bien équipé pour faire face à ces forces. La force G mesurée en G est l'unité utilisée pour décrire l'accélération et les contraintes qu'elle provoque. Le corps humain est capable de résister à de nombreux GS lorsqu'ils sont appliqués localement. Une gifle forte au visage peut produire des centaines de G en une fois. Cependant, les G, généralement appliqués, en particulier verticalement, posent un gros problème. Les G verticaux poussent le sang de la tête vers les pieds. Les problèmes que cela peut causer aux pilotes de chasse sont bien pires que n'importe quelle gifle. Alors que le sang est drainé de la tête, le cerveau manque d'oxygène. Cela provoque l'arrêt de fonctions neurologiques clés comme la vision et la conscience en tant que réponse protectrice. À moins de 4G, aucun problème visuel ou perte de conscience n'a été ressenti. Il a été découvert que la charge maximale qu'un pilote pouvait supporter était de 8,5 G pendant 3 secondes lorsque l'avion était poussé à ses limites. C'était cependant la limite supérieure. À 6G, 50% des pilotes souffraient de problèmes visuels ou de grisement. À partir de 7,5 G, environ 40% de la vision des pilotes a complètement disparu, certains s'évanouissant même. N'est-ce pas tout simplement incroyable à imaginer ? Attachés dans un avion de guerre, fonçant vers des positions ennemies hostiles au sol, potentiellement équipés de canons anti-aériens. Les pilotes entourés par les cris de leur propre avion et le grondement tonitruant de la guerre. En piqué, ils se précipitaient vers des cibles à 60 à 90 degrés, chutant à 350 à 370 miles par heure. Ils se tendèrent, sollicitant tous leurs muscles pour essayer de garder le sang de s'échapper de leur tête, désespérés de ne pas s'évanouir. Les pilotes du Ju-87 étaient justement tenus en admiration par leurs camarades d'armes. Héroïques ou fous ? Eh bien, la plupart étaient considérés comme un peu des deux. Au cours de la guerre, de nouvelles technologies ont été adaptées pour réduire les effets de la G et le danger du bombardement en piqué. La cabine pressurisée était d'une grande importance lors de cette recherche et le Ju-87 était l'un des premiers avions à tirer parti de cette nouvelle technologie vitale. Des freins à air sous chaque aile empêchaient l'avion d'atteindre une vitesse trop élevée lors des plongées, réduisant également les jets ressentis. Enfin, un mécanisme innovant de remontée automatique a été créé. Lors du largage de la bombe, le Stuka se redressait, terminant sa plongée. Cela s'est avéré être une adaptation qui sauve des vies. Les pilotes qui commençaient à perdre connaissance contrôlaient toujours leur corps et pouvaient continuer à manipuler leurs commandes pendant environ 3 secondes avant de perdre connaissance. Dans cette précieuse fenêtre de temps, ils pouvaient se aligner avec leur cible et larguer la bombe, sachant que s'ils perdèrent le contrôle, ils ne se précipiteraient pas eux-mêmes dans la cible. Avant que cette brillante opération hydraulique ne soit conçue, seuls les pilotes les plus expérimentés et physiquement aptes pouvaient rassembler la force nécessaire pour redresser l'avion et sauver leur vie. Le Ju-87 était à juste titre considéré avec émerveillement par ses pilotes, comme vous pouvez le comprendre. Cependant, toute peur que les pilotes auraient pu ressentir pâlissait en comparaison de la terreur ressentie par les mêmes cibles au sol. La scène de bataille n'est jamais un endroit calme, surtout pendant une attaque aérienne. Mais une attaque aérienne par le bombardier en piqué Ju-87 était particulièrement horrifique. Non seulement cet avion plongeait directement vers ses cibles, mais il émettait un hurlement terrifiant en le faisant. Les cornes installées étaient connues sous le nom de cornes de Jéricho, une référence biblique. Dans le livre de Josué, Josué, leader des Israélites, attaquait une ville. Ses prêtres ont soufflé dans les cornes et les murs de la ville ont été détruits avant que chaque homme, femme et enfant ne soient mis à mort. Comme ces cornes bibliques, les cornes équipées sur le Stuka étaient le prélude à la mort et à la ruine. Si vous permettez à un vieux fan de Tolkien un moment de fantaisie, cela ne vous rappelle-t-il pas les cris des Nazgûl ailés fondant sur les soldats dans Le Seigneur des Anneaux, les faisant perdre la tête de peur ?
c'est l'image que j'ai. Ces sirènes terrifiantes à hélice étaient utilisées pour affaiblir le moral de l'ennemi, augmentant l'intimidation du bombardement en piqué. Comme l'a dit un soldat, je cite, « Le Stuka était plus qu'un bombardier, c'était un instrument de peur. Écoutez simplement cette chose plongée. » Une autre adaptation d'abord utilisée par le Stuka était les bombes sifflantes. Quiconque a regardé un film sur la Seconde Guerre mondiale produit à Hollywood pourrait se tromper en pensant que toutes les bombes sifflent dans leur descente. En fait, ce sont les bombes du Stuka, équipées d'une sorte de sifflet sur leurs ailerons, qui ont créé ce bruit terrifiant, volant le cœur des réalisateurs d'Hollywood et les troupes de combat de leurs nerfs. Vous reconnaîtrez le bruit, mais voici en toute authenticité la mort sifflante du Stuka. Si la fin du monde avait un bruit, eh bien, je parie qu'il ressemble un peu à ça. Cette focalisation sur la peur comme arme de guerre n'était pas fortuite. Les victoires les plus efficaces ne résultaient pas de combats à mort épuisants, mais de déroutes et d'encerclements. Si l'ennemi était convaincu qu'il combattait des forces écrasantes, il pourrait déposer ses armes et soit se rendre, soit fuir. Cela a fourni un principe des tactiques de Blitzkrieg, créer l'impression d'une force écrasante pour briser la volonté de l'ennemi. Le Ju-87 était un élément fondamental dans cette guerre psychologique. Mais bien sûr, la guerre psychologique seule ne suffirait pas. Le Ju-87 s'assurait que ceux qui l'attaquaient étaient plus que simplement effrayés. Arborant 2 mitrailleuses montées sur les ailes, ainsi qu'une 3e arme installée dans le cockpit arrière, le Stuka pouvait effectuer des attaques en rase-motte et représenter une menace mesurée pour les autres avions de combat. Typiquement, les premiers Stukas transportaient soit une bombe de classe 500 livres, soit une bombe de 250 livres sur le berceau de bombe centrale, ainsi que 2 bombes de 50 livres sur chaque aile. Souvent, ces bombes plus petites étaient remplies de munitions de type grappe dévastatrices pour l'infanterie exposée. Les modèles ultérieurs de Stuka étaient équipés d'un canon de 37 mm pour des attaques à basse altitude sur les chars sur le front de l'Est. Une autre variante, le Ju-87R, avait des réservoirs de carburant sous l'aile pour pouvoir étendre sa portée et atteindre pour frapper les navires alliés en mer. Comme le montrent ces changements d'armement, à mesure que la guerre progressait, l'utilisation du Stuka évoluait également. Considérée comme dépassée et nécessitant un remplacement avant la guerre, cette puissante machine est restée en service pendant les 5 ans et demi de la guerre, dévastant les forces alliées et communistes tout au long de cette dévastation, n'a pas été facilement réalisée même en 1939 pendant la guerre en Pologne. Le lent Junkers 87 a subi des pertes lorsqu'il manquait de protection de chasseurs. Le maréchal de l'air de la Royal Air Force Arthur Tedder a dit « Nos pilotes de chasse pleurent de joie quand ils voient des Stuka ». Et à mesure que la guerre progressait et que les Alliés commençaient à obtenir la supériorité aérienne, les Stuka semblaient de plus en plus inefficaces. Une brève période d'attaque des navires autour de la Norvège occupée a vu de nombreuses victimes aux mains des combattants britanniques. Ils ont ensuite été sévèrement battus lors de la bataille d'Angleterre. De nombreux pilotes allemands craignaient les missions dans ou même près de ces avions, les appelant des aimants à chasseurs. Certainement à la fin de la guerre, le Ju-87 a subi de nombreuses pertes face à des forces alliées plus modernes, plus rapides et mieux soutenues. Les Britanniques ont déclaré le Stuka dépassé et inefficace, qui est terminé en tant qu'arme offensive. Cela dit, malgré des capacités dépassées, le Stuka est resté très efficace et périodiquement dévastateur jusqu'en 1945 et la fin de la guerre. Pendant la bataille de France, l'avion a été remarqué,
comme nous l'avons déjà discuté, pour sa capacité à fournir une précision chirurgicale, brisant les forces françaises en pleine bataille et dispersant les renforts. Il a détruit de nombreux navires alliés fuyant vers la Grande-Bretagne depuis les plages de Dunkerque. Il s'est avéré être un loup parmi les moutons lorsqu'il a rencontré le commerce maritime. Comme l'a dit un pilote de Stuka, je cite, « Il y avait très peu de chance pour n'importe quel navire marchand de quelque taille que ce soit lorsqu'il était attaqué par un Stuka. » Au même moment où les Britanniques déclaraient l'irrélevance du Ju-87 en 1940, ils terrorisaient le transport maritime en Méditerranée, assurant la domination nazie sur la Yougoslavie et la Grèce. Le véritable test du Stuka a été la plus grande guerre de l'Allemagne nazie, la guerre à l'Est. Alors que les deux titans, l'Allemagne nazie et l'Union des républiques socialistes soviétiques, s'affrontaient en Europe de l'Est, le Stuka jouait un rôle prépondérant dans l'affaiblissement de la puissance aérienne de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il a bombardé des avions sur leurs pistes en détruisant des milliers. Il a paralysé l'armure soviétique de contre-attaque. Il a neutralisé les atouts et perturbé la logistique. Le 5 juillet 1941, un escadron de Stuka a détruit 18 wagons de train et 500 véhicules. Au cours de la guerre, les 58 meilleurs pilotes de Stuka ont détruit environ 3700 chars soviétiques, un taux de réussite stupéfiant. Cependant, d'ici 1944, les soviétiques construisaient autant de nouveaux T-34 chaque mois. Le Stuka a peut-être été efficace, mais la guerre ne tournerait pas en faveur de l'Allemagne, et la longue retraite vers Berlin a bientôt commencé. Même lorsque tout se retournait contre les Allemands, avec les Russes assiégeant Berlin même, et avec l'empire de Hitler s'effondrant autour de lui, le Ju-87 a prouvé sa valeur. Avec l'armée rouge avançant plus rapidement que ses soutiens aériens, la Luftwaffe a de nouveau pris son envol. Le Ju-87 aurait un dernier moment de victoire héroïque. Dans des scènes rappelant les dévastations causées en 1941, les bombardiers en piqué Stuka se sont abattus sur les positions soviétiques sans opposition. En 3 jours, ils avaient détruit 2000 véhicules et 51 chars. De manière révélatrice, alors que les lignes d'approvisionnement allemandes étaient coupées et que tout, de la nourriture aux balles, venait à manquer, certaines des dernières réserves de carburant restantes étaient réservées à l'utilisation du Ju-87. Cette machine, dépassée même en 1939, avait triomphé sur le champ de bataille à maintes reprises, inspirant les troupes allemandes et terrifiant les forces ennemies partout où elles volaient. Le Ju-87 et ses pilotes se sont battus pour le régime nazi, un empire maléfique aux ambitions génocidaires. Chaque succès qu'il a eu sur le champ de bataille, et il y en a eu beaucoup, a rapproché le rêve tordu de Hitler d'un pas de plus vers la réalité. Le Stuka n'a pas servi un objectif digne, mais les réalisations de cet avion courageux étaient incroyables. Laid, lent et piloté par certains des pilotes les plus courageux ou les plus fous de l'aérospatiale, le Stuka a surmonté des obstacles incroyables, dépassant les attentes à chaque tournant. Avec ses cornes hurlantes, ses bombes sifflant, ses plongées folles et son bilan de combat cruellement efficace, le Stuka a cimenté sa place dans l'histoire. Avec son apparence emblématique et sa capacité à infliger de lourdes pertes, le Ju-87 reste une icône à ce jour, une leçon dans les tactiques de terreur et l'efficacité des tactiques combinées. Et voilà le bombardier en piqué Ju-87 Stuka. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.